en 7 étapes comment recruter un technicien dans votre usine, dans votre équipe d'ingénierie pour les acteurs industriels. Pour les leaders ou les recruteurs industriels, que vous soyez RH, chargé d'affaires, responsable technique ou dirigeant, vous allez être d'accord avec moi que c'est apparemment difficile de recruter des techniciens ou des ingénieurs, en tout cas les recruter et les garder. Et pourtant, cette semaine, ben, mon nouveau Senior Automation Engineer vient d'accepter l'offre que je lui ai faite pour travailler avec l'équipe OTEM. Le process a duré juste 2 mois. Et ça m'a semblé finalement assez fluide par rapport à ce que la majorité autour de moi raconte. Donc je me dis, soit c'est que je suis un ovni avec un talent de recrutement exceptionnel, ou alors c'est juste que la majorité s'y prenne peut-être pas de la bonne manière. Du coup, j'ai décidé de partager mes astuces dans cette vidéo. Vous en faites ce que vous voulez, mais je vous conseille d'écouter au moins jusqu'à la fin pour voir si ça peut vous être utile. De toute façon, si je fais cette vidéo, c'est surtout en guise de gratitude envers la communauté, hein, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont aidé à trouver ce meilleur candidat là, de manière très efficace. Du coup, ben, cette vidéo là de retour d'expérience, c'est un peu un devoir de gratitude pour vous dire merci à tous. C'est encore une preuve de plus, hein, comme quoi l'effet boule de neige dans notre communauté industrielle a encore fonctionné. Il y a plus de 100 personnes incroyables qui ont liké, commenté, partagé l'annonce. Du coup, grâce à vous, plus de 10 000 personnes ont vu l'annonce et ça m'a permis de recruter la bonne personne en moins de 2 mois. Donc, pour vous remercier la communauté, ben, je vous dirai tout sur le process de recrutement. Juste les noms des candidats, je ne vais pas les mentionner pour des raisons évidentes de confidentialité, mais voilà, je vous dirai tout en 7 étapes. On va parler du timing, donc la chronologie, comment ça s'est déroulé. Quelques statistiques sur la sélection que je vais vous partager. Ensuite, on va parler des profils candidats, des profils retenus. Je vous dirai aussi ben, quels canaux de recrutement j'ai utilisés, le détail du process, et puis on finira avec ben, la stratégie que j'utilise moi, qui est de recruter à 10 000% sur les soft skills. Bref, on va aborder tous ces points. Donc déjà, premier point, première étape, donc le timing, comment ça s'est déroulé en termes de chronologie. Donc, on va dire la date T, c'était le 2 juillet 2024. J'ai posté l'annonce, nouveau poste ouvert de recrutement pour un CDI de Senior Automation Engineer, hein. Et d'ailleurs, je vais vous mettre en description là, l'annonce parce que c'était assez intéressant. Donc ça, voilà, c'était début juillet, la date T. Ensuite, à 3 semaines de cette date-là, j'ai pu démarrer les premiers entretiens de personnalité. À un mois et demi de cette date, donc j'ai pu sélectionner parmi les 7 entretiens de personnalité 2 profils intéressants auxquels j'ai fait passer les entretiens techniques. Et puis finalement, j'ai pu envoyer l'offre du coup ben, à la personne qui me semblait la plus adaptée. Et puis ben, 2 mois plus tard, tout pile, hein, c'est-à-dire le 2 septembre 2024, je reçois la réponse de ce candidat-là, comme quoi il accepte l'offre. Et puis ben, ça conclut le process. Donc j'ai trouvé que c'était une chronologie très efficace et du coup, ben, comment j'ai fait la sélection, c'est ce qu'on va voir maintenant dans cette deuxième étape. Donc deuxième point, pour la sélection, quelques statistiques pour que vous vous rendiez compte, hein, c'est, comme je vous disais, une annonce qui a été vue par 11 000 personnes. Enfin, en réalité, c'est 6 000 vues uniques, c'est-à-dire 6 000 personnes physiques qui ont vu l'annonce, mais ça veut dire que de 6 000 à 11 000, en fait, chaque personne a ouvert au moins 2 fois. C'est-à-dire, chaque personne est revenue voir l'annonce de recrutement, donc ce qui est assez exceptionnel. Et comme je vous dis, c'est grâce à la communauté, l'engagement de vous tous. Enfin, il y a eu plus de 50 personnes qui ont repartagé l'annonce, une centaine de likes, une vingtaine de commentaires. Donc vous tous qui avez soutenu, ben, tout simplement merci. Donc ça c'est pour l'annonce, c'est-à-dire le moment où je suis sur LinkedIn et que je dis ben, je recrute. Et puis ben, finalement pour la fiche de poste, c'est-à-dire l'endroit où enfin, le candidat va venir postuler, il y a eu à peu près 2000 personnes qui ont vu. Donc je considère que c'est à peu près 2000 personnes intéressées ou 2000 candidats potentiels. Ensuite, dans ces 2000 personnes, combien de candidatures ont été reçues? À peu près 165, donc on va dire 8% de ces 2000 personnes-là ont candidaté. Et puis ben, parmi ces 8%-là, il y a seulement 7 personnes, donc on va dire 4% hein, par rapport au nombre de personnes initiales, donc 4% seulement qui ont passé le premier filtre, hein, c'est-à-dire juste d'être retenus pour faire les premiers entretiens. Donc c'est quand même un gros filtrage, je trouve. Et c'est aussi grâce à ça que le recrutement a pu être très efficace, c'est qu'on est passé très rapidement de 2000 personnes à 7 personnes, et puis ben, évidemment, hein, dans les 7, ça se fait assez rapidement de trouver
le candidat idéal. Donc ça, c'est un peu pour les statistiques là, de la sélection. C'était assez drastique, mais du coup, incroyablement efficace. Et puis, ben, vous allez voir un petit peu comment tout ça est possible. Alors, troisième point, les profils candidats. Donc, qui sont ceux qui ont postulé? Je dirais, il y a à peu près, on va dire, quatre types de personnes. Déjà, le premier type de personne qui, de toute façon, est systématiquement éliminé, c'est ceux qui candidatent un petit peu par curiosité, c'est-à-dire, oui, je sonde le marché, j'ai vu cette entreprise ou ce gars-là qui recrute, je trouve ça intéressant, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière le rideau. Ben, ceux-là, clairement, voilà, ceux-là, c'est pas ceux qui ont été retenus dans les 7. Ensuite, deuxième type de candidat, c'était ceux qui candidatent absolument à tout. Enfin, il y a des gens qui ont candidaté qui n'ont même pas pris attention de voir qu'il fallait comprendre l'anglais ou qu'il fallait connaître un secteur d'activité. En gros, c'est des gens peut-être en boucle automatique, ils sont en permanence en train de cliquer sur des offres. Bon, je ne sais pas trop l'intérêt, mais voilà, il y en a eu des comme ça. Il y a eu un autre type de candidat. Les troisième groupe, c'est ceux qui postulent, mais sans suivre en fait la procédure de recrutement. J'ai vraiment explicité une procédure de recrutement bien spécifique qui était très simple important. Mais voilà, il y a que 7 personnes sur 2000 qui ont réussi à suivre un petit peu, on va dire, les recommandations. Donc c'est assez surprenant, mais bon, ça vous montre aussi hein, que voilà, comme je dis souvent avec mon hashtag la conscious tech matters, souvent les gens ne font pas de choix conscients. En fait, on va venir inconsciemment cliquer sur je postule sans vraiment avoir lu le détail. Bref. Et puis ben, la quatrième catégorie de personnes, ceux forcément qui faisaient partie on va dire de la shortlist à la fin, c'est ceux dont la candidature faisait vraiment partie d'un projet professionnel et ça s'est vu en entretien et voilà. Donc, pour ces quatre groupes de candidats-là, quelque chose qui était assez surprenant aussi, c'est que j'ai bien spécifié que c'était un poste senior, c'est-à-dire quelqu'un qui a déjà de l'expérience dans le métier. Et pourtant, il y a quand même 60% des candidatures, c'était des candidatures de profil junior. Donc, je ne sais pas si c'est des gens qui tentent un peu la chance et puis ben, on se dit sur un coup de tête, ça peut passer. Bon, écoutez, c'est normal, hein, faut toujours tenter sa chance. Je ne dis pas que c'est mauvais, mais enfin, faut pas perdre non plus son temps, quoi. Si c'est un poste senior, ben faut plutôt attendre d'être senior pour postuler ou alors aller voir des postes juniors où on a plus de chances d'être pris. Mais voilà, clairement, hein, j'ai pris aucun profil junior dans l'idée que oui, cette personne peut évoluer. Là, je cherchais vraiment un senior et j'ai trouvé le senior dont j'avais besoin. Donc si je candidate, enfin si je cherchais tout type de profil, j'allais le dire que c'est ouvert à tous. Mais là, pour le coup, je trouvais que ben, voilà, à peu près deux candidats sur trois finalement n'étaient pas seniors, étaient plutôt juniors, donc ça fait déjà un gros filtre. Et par contre, quelque chose qui m'a rassuré, c'est que 80% de ceux qui ont postulé, c'est quand même des gens qui ont fait des études supérieures en ingénierie, donc dans des domaines techniques, que ce soit à niveau DUT, bachelor ou master. Donc ça, c'est plutôt bon signe, ça veut dire que finalement, le public cible a été atteint, on va dire. Donc ça, c'est pour les candidats, le troisième point dont je voulais vous parler. Ensuite, parmi ces candidats-là, combien ont été retenus? Je disais, euh, dans les, on va dire, on va arrondir à 200 candidatures reçues, il y a seulement 7 personnes qui ont été retenues en entretien, donc à peu près 4%. Et bien, quelles sont les caractéristiques communes de de ces 4%-là, de ces 7 personnes? Et pour moi, c'est vraiment des choses, si jamais vous voyez ça chez un candidat, il faut absolument le recruter ou en tout cas le prendre en entretien pour voir. Parce que le reste, en fait, entre les 7, ça s'est joué que à des notions de cohérence par rapport à l'expérience, la personnalité, ce qu'on appelle le track record en anglais, donc la maturité professionnelle, et puis la capacité aussi d'être dans un leadership, une espèce de voilà, s'assumer en tant que personne et pas juste être quelqu'un sur le papier. Donc ça, quand on a les personnes en face-to-face, c'est très facile à identifier. Donc bref, voilà, ça c'est sûr que pour les entretiens, ça servira à sélectionner un peu. Mais pour savoir déjà qui vous allez sélectionner en entretien, moi, je vous recommande, ben, en tout cas, je vais vous dire qui sont, quel est le point commun entre tous les profils qui ont été retenus. Comme ça, vous allez voir un peu quel type de personnes vous pouvez ou pas prendre en entretien, en tout cas dans la stratégie ou la méthodologie que je recommande. Donc, premier point commun entre tout cela, donc on va dire les profils retenus, c'est que ben, ils ont été tous agréablement surpris du process de recrutement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont bien identifié en fait quelle était la marque employeur de Otem
ils se sont retrouvés là-dedans et c'est la raison principale pour laquelle ils ont candidaté. Et pour savoir ça, il n'y a rien de mieux que de leur demander à vos candidats pourquoi tu postules. Et moi, curieusement, le truc qui est revenu à chaque fois en premier, c'est parce que j'ai trouvé le procès de recrutement original. Donc, comme dirait notre ami Karim Bourras là, de l'agence NIL dans l'industrie, how you sell is why you win. La manière dont vous vendez, c'est aussi la raison pour laquelle vous gagnez des parts de marché. Et ben, je pense que dans le recrutement, c'est pareil. C'est how you recruit is why they apply. C'est pourquoi ils candidatent, parce que ils ont adhéré à une manière de recruter. Donc, mine de rien, c'est quand même un symbole fort. Ça veut dire que pour les candidats idéaux, ils sont attirés avant tout par votre personnalité d'entreprise. Et ça, c'est une raison de plus pour travailler sa marque employeur. On va en parler juste après. Donc ça, c'est le premier point commun. Ensuite, deuxième point commun, bon, des gens, on en parle tout le temps, mais l'histoire de la langue, c'est des personnes qui parlaient au moins deux, voire trois langues, c'est-à-dire anglais, français, italien, arabe ou espagnol, bref, un mélange de tout ça. C'est un signal, pour moi en tout cas, que c'est des gens qui vont réussir à apprendre vite ou à s'adapter à des nouveaux écosystèmes, des nouvelles technologies assez rapidement, parce que de base, il y a une flexibilité de fait de ce côté, du fait de ce côté très international. Euh, il y a, voilà, nativement, en fait, on identifie que le parcours donne aussi une certaine adaptabilité. Et ça, c'est quelque chose que j'ai retrouvé chez eux tous, chez les 7 en tout cas, les 4% que j'ai sélectionnés pour les entretiens. Et puis, le troisième point commun dans les profils retenus, c'est aussi une notion de responsabilité. C'est-à-dire, finalement, c'est des personnes qui ne sont pas juste intelligentes, mais qui ont vraiment le sens des responsabilités. Et ça, comment on le voit? C'est à chaque fois, dans la candidature qu'ils ont faite, ben, on sent ils ont un certain leadership dans leur communauté, que ce soit personnel ou professionnel, enfin, dans leur entourage, dans l'écosystème où ils évoluent. Ils ont un leadership, ils prennent des initiatives, ils sont à la tête de certains groupes de personnes. Voilà. Ensuite, il y a une certaine audace dans la carrière, ou en tout cas dans le chemin de carrière. On retrouve chez tous ceux-là des choix de vie qui sont vraiment intéressants, qui sortent un peu de l'ordinaire. Euh, un autre point commun, alors ça c'est à prendre avec des pincettes, mais mine de rien, c'est des gens qui ont des enfants. On parle de profil senior, donc forcément avec l'âge statistiquement, normalement ils ont déjà un ou deux enfants. Et donc ça donne une maturité quand même, je trouve, sur le côté sens des responsabilités. Enfin, pour ceux qui n'ont pas les enfants, ça peut se retrouver aussi différemment, c'est-à-dire ils ont ils prennent comme responsabilité de faire évoluer, je sais pas, le frère ou sœur ou bien leurs collègues de boulot. Ou, voilà, il y a une notion de transmission qui force un petit peu à prendre des responsabilités. Et ça, on le retrouve chez eux tous. Ensuite, d'autres points qui permettent d'identifier ce sens des responsabilités là, c'est ils vont être capables de faire des choix sur la base de réflexions très rationnelles, avec un objectif très clair dans le long terme. Ce pas des gens qui vont dire juste quel est ton objectif, je veux juste être manager. Non, ils ont une idée très claire derrière la tête, même si ça implique de ne pas rester au sein de l'entreprise, ben, ils te le disent très clairement. Et du coup, voilà, on sent que le choix, il est déjà très raisonné. C'est pas juste une notion de sécurité ou de prestige ou de tendance. C'est vraiment des choix personnalisés qu'on peut identifier chez ceux-là. Et puis peut-être dernier point commun pour tous ces candidats-là retenus, c'est que ben, ils voient par leur carrière juste comme étant ingénieur. Le fait d'être ingénieur, c'est juste une petite portion de leur vie. Et il y a beaucoup d'autres choses intéressantes autour, ce qui en fait vraiment des profils très riches. Donc, si jamais vous identifiez ces caractéristiques-là chez vos candidats, je pense que c'est vraiment des gens avec qui il faut absolument que vous discutiez en entretien. En tout cas, là, je vous partage voilà, ce qui était le cas pour le recrutement que je viens de clôturer après 2 mois de process. Alors ça, c'était le quatrième point pour les profils que j'ai retenus. Maintenant, on va approfondir encore et on continue dans le dur. Je vous ai dit, je vous partage tout. Donc, on va parler maintenant des canaux de recrutement. Premier canal de recrutement, évidemment, c'était vous, la communauté. Parce que déjà, même avant de poster l'annonce, j'ai fait relire la, la candidature à plusieurs d'entre vous qui vont se reconnaître, ne serait-ce que pour ben, challenger l'idée, c'est-à-dire pas juste recruter dans mon coin et puis voilà, mais en parler, se laisser challenger aussi. Hein. J'ai fait évoluer un peu l'annonce et puis même le poste tel que je l'avais conçu, ben, je l'ai fait évoluer suite aux différents retours que j'ai eu dans la communauté. Donc, je pense que voilà, premier canal de recrutement, c'est tout simplement le bouche à oreille autour de vous, parlez-en, voyez ce que les autres en pensent, parce que mine de rien, il y a d'autres personnes qui ont certainement déjà l'expérience du recrutement ou des choses positives ou négatives qui se sont passées qui vont vous permettre d'alimenter un petit peu votre projet de recrutement. Donc,
Ça, c'est vraiment le premier canal que je recommande, c'est de faire appel à votre communauté professionnelle ou personnelle. L'idée, c'est des gens de confiance, voilà, à qui vous pouvez confier ces choses-là et puis avoir un retour pertinent. Ensuite, deuxième canal de recrutement, là c'est vraiment canal d'acquisition de candidats, c'était LinkedIn. Et puis ben, je vais simplement résumer ça en deux gros rappels sur LinkedIn. Déjà, premier rappel, il faut savoir que LinkedIn c'est devenu le premier canal de recrutement dans le domaine de l'ingénierie en tout cas. Pourquoi? Parce que les ingénieurs, que ce soit ceux de la génération Y ou Z, ils privilégient le digital en premier. Donc je cherche un poste, je vais aller sur le réseau social où il y a le plus d'offres dans mon domaine. Bon, ça, c'est le cas dans le secteur de l'ingénierie. Peut-être que dans d'autres secteurs, dans d'autres tranches d'âge, c'est différent. Mais voilà, premier réflexe de ces gens-là, c'est ils vont aller sur LinkedIn. Donc, c'est là qu'il faut être. Et puis, deuxième rappel sur LinkedIn, eh ben, malheureusement, il y en a beaucoup, en tout cas d'entreprises que je vois, qui se trompent peut-être dans l'usage de LinkedIn. LinkedIn ne sert pas à obtenir des clients, en tout cas pas en priorité. Par contre, là où LinkedIn est très, très puissant, et moi je l'ai vu sur mon recrutement, c'est que ça permet de développer, de montrer sa marque employeur. Et là, clairement, quand j'ai posté une offre de recrutement chez Otem, enfin, il y a beaucoup dans les sets là qui connaissaient déjà l'entreprise, qui avaient déjà confiance, et quand ils candidatent, ben, ils savent déjà dans quoi ils s'embarquent. Donc il y a vraiment ce côté marque d'employeur que vous pouvez développer sur LinkedIn et qui va vous servir à court ou moyen ou même long terme. Mais je pense que ça, c'est l'une des vraies raisons pour lesquelles il faut être présent sur ce réseau-là. Il ne faut pas juste penser comment dire, à la vente ou au marketing, il faut aussi penser au recrutement. C'est, pour moi, l'une des principales raisons de travailler son image sur LinkedIn, c'est pour que les gens puissent identifier qui vous êtes avant même d'être poussé à candidater chez vous dès qu'il y a une offre ou un poste qui s'ouvre. Donc ça, je pense, c'est deux trucs très importants à savoir sur LinkedIn. Moi, c'était voilà, un deuxième canal de recrutement après la communauté, c'était LinkedIn. Et j'ai même trouvé ça totalement pertinent d'investir de l'argent. Il faut savoir qu'au-delà d'un certain nombre de vues, ben, ça devient payant. Je vous ai dit, il y a plus de 2000 personnes qui ont vu, 200 personnes qui ont candidaté. Et donc, j'ai investi l'équivalent de 300 euros étalé sur 3 semaines pour que l'annonce puisse être accessible à un maximum de gens dont le profil pouvait correspondre. Et là, pour le coup, je trouve que ça vaut le coup. Et du coup, voilà, c'est ce que ça m'a coûté. Donc, ça vous permet aussi d'avoir un ordre de prix. Donc, LinkedIn, c'est le deuxième canal de recrutement. Et puis, troisième canal de recrutement que je vous recommande pas du tout pour le coup, c'est Pôle emploi. Bon, nouvellement, ils appellent ça France Travail. Mais voilà, parce que l'entreprise est basée en France et qu'il y a un certain dispositif public qui est mis en place pour les recrutements, ben, la majorité des entreprises doivent passer par ce canal-là. Bon, c'est pas, je pense pas que ce soit une obligation formelle, mais voilà, c'est toujours bien, au moins pour pouvoir justifier légalement qu'on a mis en œuvre auprès de la direction du travail ce qu'il fallait. Mais bon, bref, donc sur Pôle emploi, très sincèrement, pour vous résumer ça, il n'y a que 6 candidats, 4 qui ont volontairement postulé et puis 2 qui ont été proposés par Pôle emploi. Donc voilà, je vous dis, c'est vraiment juste des cacahuètes, c'est pas du tout pertinent. En tout cas, dans le domaine industriel où moi j'interviens, donc l'ingénierie, le travail sur les machines, sur la data pour apporter de la valeur aux industriels, ben, j'ai rien trouvé sur Pôle emploi. Donc voilà. Par contre, hein, communauté et LinkedIn, c'était le combo parfait. D'ailleurs, petite anecdote sur Pôle emploi, quand j'ai posté l'annonce, le premier truc qu'ils m'ont répondu par écrit hein, dans un mail, c'est oui, on a vu votre annonce, on a lu un peu le descriptif, et ça nous étonne à quel moment vous lisez le CV. Parce qu'effectivement, enfin, je vais vous expliquer ça après, mais un de mes secrets de recrutement, c'est que je ne lis aucun CV du début à la fin. Enfin, le gars que je viens de recruter, j'ai jamais vu son CV. Et je sais déjà qu'il va délivrer parce qu'il y a d'autres manières d'identifier la chose. Je trouve ça dommage que des agences spécialisées dans le recrutement comme Pôle emploi sont encore sur des fonctionnements qui datent peut-être du siècle dernier. Un CV, c'est un truc, c'est un objet qui ne bouge pas, hein, qui ne vit pas, c'est un truc inanimé. On ne peut pas privilégier la lecture d'un CV sur la présence d'une personne vivante en face de vous qui va pouvoir répondre à des questions que vous allez pouvoir décrypter. Pour moi, il n'y a aucune raison de privilégier un CV en premier par rapport à une discussion avec la personne. Après, bon, la question c'est comment trouver la bonne personne à qui parler, et puis c'est ce qu'on va voir aussi maintenant dans la suite, mais je pense que voilà, cette anecdote, ça vous montre un peu le niveau là qu'on a chez Pôle emploi. J'espère qu'ils verront cette vidéo et que ça les aidera à faire évoluer un petit peu leur pratique. Bref, donc ça c'était pour mes canaux de recrutement, la communauté et LinkedIn. Et puis comme je vous dis maintenant, c'est quoi le process pour avoir la bonne personne en face de vous et pour finir par la recruter.
Donc le process en détail, si jamais vous avez cliqué sur les chapitres pour sauter le début de la vidéo, là c'est vraiment la partie que vous devez voir jusqu'au bout. Le process en détail, je vais vous partager ces astuces-là, c'est cadeau, hein, je vous les donne gratuitement. Le but pour moi, c'est juste que ça permette de remettre les compétences humaines, les soft skills au centre des process de recrutement. C'est vraiment la raison principale pour laquelle je fais cette vidéo-là, parce que ça permet à tout l'écosystème d'évoluer, et puis voilà. Donc, pour vous expliquer le process en détail, déjà, ça a commencé par une phrase d'accroche simple dans mon annonce et dans le descriptif de l'offre. La phrase, c'est la suivante. J'écrivais transformer l'industrie. Tu as de la créativité et un instinct critique. Je recrute. Rejoins l'équipe OTEM. C'était tout. Juste avec cette phrase-là, je pense que j'ai réussi à captiver, comme je vous dis, 2000 personnes qui ont vu l'offre, 200 qui ont postulé, et dans les 200, à peu près 4% qui correspondent aux critères que je voulais et qui ont fini par être en entretien avec moi. Donc finalement, j'ai mis un seul critère pour être en entretien, un seul, et pourtant il n'y a que 7 personnes qui ont réussi à suivre ce conseil-là. J'ai juste posé une question. Je leur ai demandé de répondre par mail en anglais. C'est tout. Et vous allez voir, hein, je vous mets la question que j'ai posée là dans la description de la vidéo. Voilà, c'était basique, il y avait juste à suivre le truc. Et seulement 4% des candidats qui osent sortir des sentiers battus, parce que tous les autres, c'était classique, hein, ils m'ont envoyé la lettre de motivation standard avec leur CV. En plus, j'ai précisé dans le descriptif de l'offre que ceux qui mettent comment dire, des pièces jointes avec leur CV, c'est mort d'office. Et il fallait mettre aussi un descriptif dans l'objet du mail. En fait, je ne fais pas ça par hasard, c'est aussi pour vérifier, enfin, vous avez compris, hein, déjà pour filtrer un petit peu voilà, les personnes qui sont capables de suivre des procédures, comment dire, d'adhérer à un certain état d'esprit aussi, parce que c'est ça que je cherche des gens qui sont capables de sortir des sentiers battus. Et finalement, je me rends compte que les candidats qui disent qu'on veut transformer l'industrie, qu'on recherche des nouveaux types d'entreprises ou postuler, finalement, même eux ne sont pas prêts à vivre ce changement-là dans leur process de candidature. Donc je trouve c'est dommage. Écoutez, les candidats qui nous écoutent, pensez aussi à revoir. Si vous cherchez des entreprises qui sortent du lot, il faut aussi être prêt à sortir du lot en termes de candidature. Bref, donc ça c'était pour arriver aux 4% des 200 là, qui ont candidaté. Et donc parmi ces 4%, là, donc les 7, comment je suis arrivé à une personne, c'est-à-dire à peu près 0,5% du nombre de candidatures initiales, j'ai 2 secrets pour ça. Et je vais vous détailler tout ça maintenant. Donc je continue, hein, ça c'est le process de recrutement dans le détail. Donc mes 2 secrets. Premier, déjà je vous ai dit, je ne lis aucun CV, ça sert à rien. Enfin en tout cas c'est ma perception. Je trouve que franchement, quelqu'un sur le papier, ça sert à rien. Par contre, quelqu'un en face de soi avec des vraies réponses à des vraies questions, là ça a de la pertinence. Et deuxième secret, c'est que il y a un principe que j'ai emprunté à quelqu'un qui s'appelle Walker Reynolds, que d'autres connaissent dans la communauté industrielle, c'est que je recrute uniquement si toute l'équipe valide la personne, valide le fait de recruter cette personne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut une unanimité de toute l'équipe avant même d'accepter ou de refuser telle personne. Bon, évidemment, on en discute, mais voilà, s'il y a au moins une personne qui maintient son veto, c'est mort. On ne recrute pas la personne. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons à ça. Déjà, la première raison, c'est que c'est toute l'équipe après qui va devoir supporter cette personne-là pour la former dans la période d'onboarding et tout ça. Donc évidemment, la réussite ou les échecs de cette personne, ça va dépendre de l'équipe. Donc il faut aussi leur demander quand même leur avis avant de leur mettre ce gars-là sur leur dos pendant X semaines où ils vont devoir, entre guillemets, le supporter ou le former. Bref, donc je pense que voilà, l'équipe a son mot à dire. Ensuite, ça crée aussi, ça alimente une certaine, comment dire, un certain climat de transparence à tous les échelles de la hiérarchie, hein. Je vous dis, même un alternant qui me dit non, cette personne-là n'est pas bonne, je ne recrute pas. Parce que je considère qu'il voilà, y a des signaux qui ne trompent pas. Et je pense que ce côté de transparence-là dans l'équipe, ça vient contrecarrer peut-être une habitude qu'on a dans l'industrie, c'est ouais, la confidentialité. En fait, quand les gens disent confidentialité, souvent ça veut dire qu'ils veulent juste recruter ou décider sans avoir à se justifier auprès de X ou Y témoins. Et le problème que ça crée, c'est que les règles du jeu ne sont pas claires. On a l'impression qu'il y a certaines personnes qui sont recrutées qui ne méritaient pas leur place. Et donc ça crée un petit peu de frustration dans l'équipe. Bref, c'est pas une ambiance très saine. Donc pour assainir tout ça, voilà, c'est totalement transparent. Tout le monde voit le gars ou la fille avant qu'on recrute.
Et puis ben, à la fin, on fait une décision à l'unanimité. Donc ça, c'est vraiment l'une des raisons pour lesquelles je fais ça. Et puis peut-être troisième autre raison aussi, c'est que bah, ça crée aussi un sens des responsabilités, hein. Si on est transparent, ça veut dire qu'il faut mériter cette transparence. Et donc, on ne peut pas mentir, quoi. Que ce soit à niveau compétence ou niveau personnalité, c'est que voilà, faut être droit dans ses bottes, juste. Et donc, le fait de soumettre ce recrutement à l'unanimité, sans passer par un CV, ben, ça permet de nourrir ce sens des responsabilités auprès de toute l'équipe. Donc ça, c'est un petit peu mes deux secrets là, dans le process de recrutement pour vraiment chercher dans les détails si vous voulez savoir vraiment comment ça s'est passé. Donc, je ne lis pas de CV, j'attends l'unanimité de l'équipe avant de recruter. Et ça, je pense que ça ne marche pas partout. Ça peut marcher pour un environnement très innovant. Par contre, il y a des environnements très standardisés où je ne vous recommande pas du tout ça. Par exemple, le nucléaire, la finance ou l'administration. Enfin, je ne pense pas que c'est le meilleur moyen de recruter. Mais moi, c'est comme ça que ça a marché le mieux parce que voilà, Otem, c'est une entreprise qui est beaucoup dans l'innovation technologique. Et donc, on a besoin de ce genre de choses-là, la transparence, le sens des responsabilités, le fait d'être, comment dire, cohérent entre un papier finalement qu'on ne lit pas parce qu'on n'en a pas besoin et puis la vraie personne qu'on a en face. Je pense que c'est ça qui est le plus important. Donc ça, c'est un peu pour le détail du recrutement. Enfin, si je vous avez d'autres questions, dites-moi, mais c'est au moins pour vous donner quelques billes. Et puis, septième point maintenant qu'on va aborder, c'est le fait de recruter sur les soft skills. Vous avez remarqué, hein, c'est un process qui est basé à 10 000% sur les compétences humaines, ou en tout cas les qualités, la personnalité du candidat. Euh, et là, je vais vous expliquer pas tellement comment est-ce que j'arrive à faire ça, mais pourquoi je le fais. C'est-à-dire, pourquoi je mets les soft skills en avant. Moi, il y a trois raisons. C'est pour le profil d'entreprise, pour les compétences de la personne et puis pour la formation. On va détailler tout ça maintenant. Déjà, au niveau du profil d'entreprise, pourquoi je mets en avant les soft skills? Il faut savoir que le marché industriel est très tendu, hein. On en a parlé avec notre ami Antoine Castio de Belgique. Je vous mets en commentaire là, en description le lien de notre interview ensemble. Mais il avait expliqué que le marché industriel en fait est devenu très tendu au niveau des financements et des budgets. Et donc on peut plus se lancer dans des projets cathédrales avec des gros budgets. Donc les industriels sont obligés de rationner, de regarder un peu plus la data. Et c'est là où Otem aussi permet de les aider là-dessus. Et puis d'optimiser leurs valeurs, leurs ressources. Et donc il y a beaucoup d'équipes d'ingénierie historiques qui sont en train de réduire leurs équipes. Donc, soit les employés eux-mêmes démissionnent parce qu'ils sentent que l'atmosphère est en train de se tendre, ou bien c'est l'entreprise qui va ben, tout simplement les renvoyer. Et donc, tu auras beaucoup d'ingénieurs qui sont présents sur le marché de l'emploi. Et bien, ceux-là, en termes de profil d'entreprise, quand ils sont sur le marché de l'emploi, ils vont rechercher deux choses dans l'entreprise. Ils vont rechercher une marque employeur, comme je vous disais, donc une entreprise qui a déjà optimisé ses process, qui a changé son mindset. Et puis deuxième chose qu'ils vont rechercher, c'est au niveau technique, ben, une entreprise où on travaille sur des projets qui ont du sens. Donc c'est bien beau la technique, mais maintenant les ingénieurs veulent travailler sur des technos qui ont du sens, sur des projets techniques qui ont du sens, etc. Donc ça dit beaucoup de choses sur le profil d'entreprise que vous devez avoir ou devez rechercher si vous voulez attirer ces ingénieurs-là. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle il faut recruter sur les soft skills, c'est parce que ça va vous permettre d'attirer à vous ces ingénieurs qui recherchent les entreprises comme la vôtre, qui met en valeur les compétences humaines. Ensuite, deuxième raison pour laquelle il faut recruter sur les soft skills, pour moi, c'est pour attirer les bonnes compétences. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les technologies industrielles se sont un peu ouvertes. Ce n'est pas encore complètement changé, mais voilà, ça commence. On n'est plus fermé sur certains constructeurs, certains langages de niche, comme le langage ladder, par exemple, en automatisme. Et aujourd'hui, on a des nouvelles technologies qui sont utilisées ou qui sont maîtrisées par un groupe de personnes un peu plus large. Par exemple, vous prenez Python. Le langage Python, aujourd'hui, il est arrivé dans l'industrie et donc on peut recruter pas que des gens très centrés électrotechniques, mais on peut même prendre des développeurs Python et qui vont s'initier à l'industrie et qui vont trouver leur place là-dedans. Et donc on a un public qui est beaucoup plus large. L'offre de talent et la compétition est beaucoup plus large, que ce soit au niveau de l'industriel ou au niveau du candidat. Et donc, ben, pour être compétitif on va dire, dans cette jungle-là qui est beaucoup plus tendue, et ben, faut pouvoir sortir du lot. Et une manière de sortir du lot, c'est de mettre en avant les compétences humaines. D'ailleurs, j'en parle là dans mon hashtag en ce moment, Conscious Tech Matters, c'est de mettre en avant le fait que ben, il faut, ok, s'intéresser à la technique, mais aussi s'intéresser à la prise de conscience, à pourquoi on fait les choses et tout ça. Donc, pourquoi recruter sur les compétences humaines, les soft skills, c'est aussi pour attirer
plus de candidats dans un marché de l'emploi qui est beaucoup plus tendu parce que les compétences se sont beaucoup plus diversifiées, démocratisées, on va dire, même dans l'industrie qui traditionnellement a un secteur très fermé. Et puis, ben, peut-être une troisième raison pour recruter sur les soft skills, après on va terminer avec cette partie-là, mais pourquoi est-ce que moi je mise à 10 000% sur la personnalité? C'est parce que ben, ça n'existe pas une école qui forme à nos métiers. On a beau dire ce qu'on veut, par exemple je prends le métier d'automaticien ou comment dire, de digital manufacturing. Ok, il y aura des écoles qui vont apprendre les bases, mais on ne peut pas se dire qu'on va piocher dans telle ou telle école pour avoir les bons profils. C'est plus possible aujourd'hui parce que les technos évoluent trop vite. Et donc, ce qui va vraiment pour le coup faire la différence, c'est si vous identifiez les bonnes personnes sur leurs valeurs humaines, donc les soft skills, et si vous les formez sur la technique, donc le côté hard skills. Ça, pour le coup, voilà, les compétences, je sais et je vois que c'est pas ça qui bloque en général. Par contre, si vous trouvez une personne qui n'a pas les bonnes valeurs humaines, qui n'a pas les bons soft skills, ben c'est sûr que ça va coincer, même si c'est le meilleur des techniciens au monde. Donc ça, c'est vraiment voilà, les trois raisons pour lesquelles moi, je choisis de recruter sur les soft skills et je vous recommande ça aussi. Après, vous en faites ce que vous voulez, comme je disais au début. Mais voilà, pour vous expliquer un petit peu, donc ça, c'était un peu mon retour d'expérience sur mon process de candidature qui vient de s'achever. Et je pense que il y en a plusieurs qui m'ont posé la question, donc je me suis dit, je vais faire cette vidéo-là. Juste quelques mots pour terminer. Si je vais vous dire un truc pour résumer toute la discussion là, c'est que vous attirez à vous ceux qui vous ressemblent. Donc paradoxalement, quand on cherche à recruter quelqu'un d'externe à l'entreprise, ça revient finalement d'abord à travailler sur l'interne, donc sur ma personnalité de recruteur et sur la marque employeur de mon entreprise. Et du coup, c'est pour ça qu'on va par exemple recruter en se basant sur l'intégralité de la personne, c'est-à-dire vraiment sa personnalité complète, avec des réalisations, du concret et pas juste des compétences techniques. Et voilà, je pense que la plupart des experts, vous allez remarquer, hein, ceux qui sont dans le domaine depuis longtemps, les meilleurs experts, ils viennent pas forcément des grandes écoles, c'est pas forcément ceux qui sont les plus visibles, et donc il faut aller les dénicher. Et pour dénicher ces profils-là, il faut savoir les attirer, il faut travailler sur soi en tant qu'employeur ou en tant qu'entreprise, et il faut changer ses habitudes de recrutement. Je vous ai dit un petit peu quelques astuces que moi j'utilise. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu, ben dites-moi en commentaire, j'essaierai de répondre comme ça répond à un maximum de personnes une fois pour toutes. Et puis ben, si ce genre de retour d'expérience là vous semble utile, abonnez-vous, partagez les astuces autour de vous et on se retrouve chaque mardi soir pour une nouvelle vidéo. À bientôt.